Sauveur ou conquérant. Quand on parle des missions catholiques en Amérique du Sud à l'époque coloniale, on a souvent deux images en tête qui s'opposent complètement. D'un côté, on imagine des refuges qui protègent les peuples indigènes, et de l'autre, des outils de domination, de conquête culturelle. C'est un peu le grand écart, non? Imaginez un instant, une république indigène qui fonctionne en plein cœur d'un empire colonial connu pour sa brutalité. Ça paraît fou, hein? Impossible même. Et pourtant, c'est exactement ce que les jésuites ont tenté de mettre sur pied avec le peuple guarani. Une expérience sociale, politique, absolument fascinante. Et c'est cette histoire qu'on va explorer ensemble. Voilà le programme. D'abord, on va plonger dans cette expérience quasi utopique. Puis, on verra comment son succès a paradoxalement mené au conflit et à son effondrement. Ensuite, on prendra un peu de recul pour voir ce que faisaient les autres ordres religieux à la même époque. Et enfin, on reviendra à notre question de départ. Protection ou domination. Allez, on commence tout de suite avec le cas le plus connu, le plus spectaculaire, les fameuses réductions jésuites. C'était quoi? Des communautés presque autonomes, créées pour et avec les Guaranis, une sorte d'État dans l'État en pleine jungle. Alors une réduction, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un village planifié où les jésuites regroupaient les populations indigènes qui étaient souvent nomades. Le but officiel, c'était l'évangélisation bien sûr, mais il y avait autre chose, et c'est ça qui est crucial. Les protéger des bandeirantes. C'étaient de redoutables chasseurs d'esclaves venus du Brésil et la terreur de la région. Et attention, on ne parle pas d'un petit projet isolé. Au sommet de leur développement, ces missions abritaient jusqu'à 140 000 Guaranis. Pour l'époque, c'est juste énorme. C'était quasiment une autre nation qui voyait le jour au cœur de l'Amérique du Sud. Et à l'intérieur, l'organisation était vraiment révolutionnaire. Imaginez un peu, des villages bien organisés, des terres qui appartiennent à la communauté, la propriété communale, une idée complètement folle pour l'époque. Il y avait même des conseils guaranis élus qui géraient les affaires locales. Bon, évidemment, le tout restait sous la supervision des jésuites, qui gardaient la main sur l'économie et bien sûr la religion. Et ça a marché. Économiquement, c'était un succès, notamment grâce à la culture du yerba maté, dont ils avaient le monopole. Mais voilà, un succès pareil, ça ne passe pas inaperçu. Et très vite, cette prospérité va attirer les convoitises, la jalousie, la méfiance. Et ce qui était une utopie va devenir une menace directe pour l'ordre colonial. Forcément, le conflit d'intérêts était total. D'un côté, on a les jésuites qui veulent protéger les Guaranis, de l'autre, les colons espagnols et portugais qui, eux, voient juste une chose, une immense réserve de main-d'œuvre gratuite qui leur échappe. Et quand, en plus, les missions sont devenues riches, ça a mis le feu aux poudres. Pour les colons, c'était de la concurrence déloyale, tout simplement. Et cette citation, elle résume tout, en fait. L'hostilité des bandeirantes, ce n'était pas une question de religion ou de politique, non, c'était une question d'argent, pure et simple. En protégeant les Guaranis, les jésuites touchaient directement au portefeuille des chasseurs d'esclaves. Face à cette violence qui ne s'arrêtait jamais, les jésuites vont faire quelque chose d'absolument impensable pour des prêtres à cette époque. Ils vont armer les Guaranis. Ils organisent, ils entraînent de véritables milices. Et ça marche. Elles deviennent une force de défense redoutable, capable de tenir tête aux bandeirantes. Mais cette expérience unique en son genre va se fracasser contre le mur de la grande politique coloniale. C'est là que le rêve s'effondre. Et ça va être brutal, une histoire de guerre, de trahison et d'expulsion. Alors comment tout ça a pris fin? Ça s'est passé très vite. En 1750, l'Espagne et le Portugal signent un traité. Sur le papier, c'est juste un bout de territoire qui change de main. Sauf que ce territoire, c'est celui de 7 missions. Pour les Guaranis, ça veut dire passer sous le contrôle d'un empire esclavagiste. C'était inacceptable. Alors ils se révoltent. Mais en 1756, leur résistance est écrasée dans le sang. Et le coup de grâce, c'est en 1767, le roi d'Espagne, pour des raisons de politique interne, expulse tous les jésuites de ses colonies. Et voilà, en moins de 20 ans, tout ce système s'est écroulé. On a beaucoup parlé des jésuites parce que c'est vraiment l'exemple le plus spectaculaire. Mais il faut savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Pour avoir une vue d'ensemble, c'est super intéressant de regarder ce que faisaient les autres grands ordres de l'époque, comme les dominicains et les franciscains. Leurs approches étaient très différentes. Et attention, bien avant les jésuites, il y avait déjà des voix qui s'élevaient avec une force incroyable. Écoutez-moi ça, c'est un frère dominicain, Antonio de Montesinos, qui parle colon espagnol en 1511. Il faut se rendre compte du courage qu'il fallait pour dire ça, à cette époque-là, face à ces gens-là. C'est juste hallucinant. Donc pour résumer, on a vraiment 3 approches différentes. Les jésuites, c'est la stratégie de la forteresse, de l'enclave protégée, quitte à prendre les armes. Les dominicains, eux, c'est plutôt la bataille des idées,
la bataille du droit. Ils se battent sur le terrain juridique et théologique pour faire voter des lois. Et enfin, les franciscains, leur approche, c'est plus une assimilation douce par l'éducation, les écoles, les hôpitaux. Mais malgré ces différences de méthode, il y a un point commun, un truc fondamental qui ne change jamais. C'est cette vision paternaliste. Au fond, pour tous ces ordres, qu'ils soient jésuites, dominicains ou franciscains, les peuples autochtones restaient des sortes d'éternels enfants, des mineurs sur le plan juridique qu'il fallait guider, contrôler et éduquer. Et ce paternalisme, eh bien, ça nous ramène pile à notre question du début. Ces missions, au fond, c'était un acte de protection ou une forme de domination. C'est vraiment ça le cœur du problème. C'est là que ça devient compliqué, parce que l'héritage est double. D'un côté, on ne peut pas nier la protection. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de vies ont été sauvées de l'esclavage et de l'extermination. C'est un fait. Mais de l'autre, il y a le prix à payer. L'imposition d'un mode de vie, d'une religion, la suppression de traditions ancestrales, c'est un peu comme si la protection et la domination étaient les deux faces de la même pièce. Le dilemme, pour les peuples indigènes, était terrible. Le choix, si on peut appeler ça un choix, c'était ça, la sécurité physique contre l'indépendance culturelle. En gros, on vous sauve la vie, mais vous devez renoncer à une partie de ce que vous êtes. Tout le paradoxe et toute la tragédie de cette histoire, elle est là. Alors, au final, sauveur ou oppresseur? Évidemment, il n'y a pas de réponse simple. Faut-il y voir des hommes qui, avec la mentalité de leur époque, ont sincèrement essayé de protéger des populations d'un génocide? Ou faut-il y voir les agents, même bien intentionnés, d'un système colonial qui broyait les cultures? La vérité, comme souvent en histoire, elle n'est ni toute blanche ni toute noire. Elle est dans ce gris, dans ce mélange complexe et un peu inconfortable des deux.